Bonjour, alors on va commencer maintenant, plus qu'un chapitre, on va commencer un autre bloc du cours. Le cours s'appelle Ondes et physique moderne. Donc là, en fait, on a comme fini, entre guillemets, la partie ondes, puis là on entre dans le deuxième bloc du cours qui est la physique moderne. La physique moderne, c'est la physique qui a été développée à partir de 1900, là en 1900. Tout ce que on a vu jusqu'à maintenant en physique, incluant votre cours de mécanique, votre cours d'électricité, puis ce qu'on a vu depuis le début du cours de ce cours-ci, c'est ce qu'on appelle la physique classique. Et là, on entre pour la première fois dans vos cours de physique, on entre dans de la physique qui n'était pas connue avant l'an 1900. L'an 1900, là, c'est tout récent dans l'histoire de l'humanité. Faut pas oublier ça. Ok, peut-être que vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents sont nés avant cette année-là. Donc c'est pour vous dire que c'est très, très, très récent là, dans l'histoire de l'humanité. Pour introduire le chapitre 4 sur la relativité restreinte, je pose la question suivante. Comment se fait-il qu'une théorie aussi abstraite que la relativité restreinte soit nécessaire à une chose aussi concrète que la navigation aérienne? Parce que oui, dans un avion, on a besoin d'utiliser la relativité restreinte. Même chose, si vous utilisez, mettons, un GPS, que vous le croyez ou non, dans votre GPS, on utilise la relativité restreinte. On a besoin de tenir compte de la relativité restreinte, sinon votre positionnement serait complètement erroné. Pour introduire, je veux d'abord vous rappeler que la vitesse est un concept relatif. En effet, on doit toujours la spécifier par rapport à un référentiel donné, par rapport au sol. Par exemple, le sol. Donc, par exemple, vous allez dire, je marche à, mettons, 2 mètres par seconde. Fait que là, vous sous-entendez, j'imagine, par rapport au sol. Mais votre vitesse, c'est OK, elle est 2 mètres par seconde par rapport au sol, mais elle va peut-être que votre vitesse est de 100 km/h par rapport à l'automobile qui s'en vient dans le sens inverse de vous. OK? Ou encore, votre vitesse, si vous marchez à 2 mètres par seconde par rapport au sol, votre vitesse est peut-être de 8 km par seconde par rapport au soleil. Parce que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, juste à cause de notre révolution autour du Soleil, vous allez présentement à 8 km par seconde environ par rapport au Soleil. Fait que tu sais, c'est quoi ma vraie vitesse? 2 mètres par seconde? 8 km par seconde? Tant qu'à ça, on pourrait choisir d'autres référentiels puis dire c'est quoi votre vitesse par rapport au centre de la Voie lactée, au centre de la galaxie. Là, votre vitesse sera encore beaucoup plus grande. Là, ça serait plusieurs kilomètres, ça serait plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Fait que c'est pour dire que puis votre vitesse par rapport à Jupiter, ça serait une autre valeur, etc. Donc, c'est pour vous dire que la vitesse, c'est un petit concept de mécanique que je rappelle ici, c'est un concept purement relatif. Ça dépend par rapport à quoi elle est mesurée. Ceci m'amène à vous parler d'une première énigme. En 1887, un certain Albert Michelson et Edward Morley, deux scientifiques là, extrêmement qui ont apporté des grosses contributions. Entre autres, Albert Michelson a inventé ce qu'on appelle l'interféromètre de Michelson, qui permet justement de mesurer la vitesse de la lumière de façon très précise. Et eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, on va essayer de mettre en évidence l'effet de la révolution de la Terre sur la vitesse de la lumière. Donc, leur raisonnement était le suivant. Ils s'attendaient à ce que si on envoie la lumière dans le même sens que la Terre se déplace, alors la vitesse mesurée de la lumière serait plus rapide. Donc, si je fais un petit schéma ici, imaginez, vous avez le Soleil ici, mais la Terre se déplace très vite. Donc, admettons, disons 8 km par seconde. Je dis pas 8 km/h, 8 km par seconde. Fait que, admettons, vous avez la Terre qui est là, puis là, elle se déplace, est rendue ici dans son orbite. On imagine évidemment que la Terre a une orbite circulaire autour du Soleil. Puis là, elle est rendue à une vitesse ici de 8 km par seconde, mettons. Et leur idée, c'était de dire, OK, mais si j'envoie un laser comme par là, dans le fond, la vitesse normale, entre guillemets, la vitesse de la lumière normale, va s'additionner à la vitesse de la Terre par rapport autour du Soleil. Fait que je vais mesurer une vitesse de lumière plus grande que si, par exemple, j'envoie la lumière dans cette direction-là. Fait que si je l'envoie dans la direction inverse où je dirige la Terre, je vais mesurer une vitesse de la lumière plus faible parce que, justement, la lumière va dans le sens inverse de la Terre. Donc, les vitesses vont se soustraire dans ce cas-ci. Donc, autrement dit, ils s'attendaient à ce que, dans cette situation aussi, quand la lumière va dans le même sens que la Terre, on mesure une vitesse plus grande que quand on envoie la lumière dans le sens inverse de la rotation de la Terre. Or, malgré la précision qui leur aurait permis, la précision de leur mesure de vitesse de la lumière leur aurait permis de mettre cet effet-là en évidence, si ça leur aurait existé.
mais ils n'ont jamais été capables de mettre ça en évidence. Ils n'ont jamais été capables de démontrer que la vitesse de la lumière, dans le sens de rotation de la Terre, était plus rapide que la vitesse de la lumière dans le sens inverse. Fait que ça l'a créé d'abord un premier mystère. Okay? Fait que, est-ce que la vitesse de la lumière serait-elle une exception aux autres objets? Donc, elle, sa vitesse, de façon exceptionnelle, la vitesse de la lumière, elle, ne serait pas relative? Est-ce qu'elle, elle serait absolue? Donc, c'est une question qui surgit suite à ça. Deuxième énigme. Il est possible de démontrer avec les lois de l'électromagnétisme que vous avez vues en partie là, dans votre deuxième cours de physique, découvert dans les années 1800, que le champ électrique et le champ magnétique forment une onde voyageant à une vitesse égale à V égale à 1 sur racine carrée de epsilon 0 mu 0, la constante électrique et la constante magnétique. D'ailleurs, vous avez quand même souvent utilisé ces constantes-là dans votre cours d'électricité et magnétisme. D'ailleurs, vous avez peut-être même mesuré le mu0 vous-même en laboratoire. Fait que ça, c'est des constantes fondamentales et on connaît leurs valeurs. On peut les mesurer assez facilement avec des petites expériences d'électricité et de magnétisme. Et on peut démontrer, en fait, connaissant leurs valeurs, on peut calculer la valeur de cette fraction. Ça va donner environ 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Et justement, c'est ça qui a permis de... Puis là, les scientifiques se sont rendus compte, mais cette vitesse-là, c'est la même que la vitesse de la lumière qui avait été déterminée autrement. Et là, ça a permis justement de comprendre que la lumière, c'était une onde électromagnétique. Mais une question apparaît, c'est que, OK, oui, ça, c'est la vitesse de la lumière, mais c'est la vitesse de la lumière par rapport à quel référentiel, dans le fond? Parce que dans le fond, les équations d'électricité et magnétisme sont pas définies par rapport à un référentiel en particulier. Donc, pourquoi, s'il donne une vitesse en particulier, comment ça se fait qu'il donne une vitesse en particulier, justement? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un référentiel qui est associé à ces équations-là? Ça voudrait dire que cette vitesse-là de la vitesse de la lumière, ça serait mesuré par rapport à quoi? Ça serait pour quel référentiel? Donc, c'est une question qui est carrément laissée sans réponse par la théorie de l'électromagnétisme. Et ça pose problème. Il y a deux solutions au problème, ou aux deux idées. Soit que, les lois d'électromagnétisme sont incomplètes ou incorrectes. Ce qui fait en sorte qu'en réalité, il y a un référentiel qui est attaché à ça. C'est juste que, à cause que les lois sont incomplètes, on s'en est pas rendu compte. Puis, si on choisit cette solution-là, ça voudrait aussi dire que dans la première énigme, on pourrait résoudre la première énigme en disant, leur mesure de vitesse de la lumière était peut-être pas adéquate ou pas assez précise. Bon. Fait que ça serait une première chose qui pourrait peut-être résoudre les deux énigmes, mais c'est pas très satisfaisant comme réponse. Deuxième réponse, la vitesse de la lumière dans le vide est absolue. Alors ça, c'est une théorie, une hypothèse intéressante. On va faire cette hypothèse-là que la vitesse de la lumière est absolue. Et ce qui serait intéressant avec cette hypothèse-là, c'est que elle résoudrait les deux énigmes. Alors, ça aurait quand même son charme. Et il y a quelqu'un qui a pensé à prendre ça comme point de départ, de dire, OK, faisons semblant que c'est le cas, que la vitesse de la lumière est absolue. Quel impact ça aurait? Cette personne qui a parti une réflexion comme ceci, s'appelle Albert Einstein. Alors, lui, c'est ça. Il a posé deux postulats qui s'appellent aujourd'hui les postulats fondamentaux de la relativité restreinte. Alors, premier postulat, les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels. Un référentiel inertiel, c'est un système de référence dans lequel le principe d'inertie, la première loi de Newton que vous avez vu dans votre cours de mécanique est vérifié. Ou dit plus simplement, un système de référence qu'on peut considérer entre guillemets immobile ou se déplaçant à vitesse constante. C'est-à-dire que la première définition que j'ai donnée est plus rigoureuse, mais la deuxième est peut-être plus intuitive. Si je vous rappelle les faits, la première loi de Newton, ce qu'elle dit, c'est quand il y a un objet ne subit aucune force résultante, il va rester immobile s'il est immobile, ou il va rester à vitesse constante s'il est à vitesse constante. Donc, un référentiel inertiel, c'est un référentiel dans lequel cette loi-là est vérifiée. Fait que, mettons que vous dites le sol, on peut construire le sol raisonnablement comme un référentiel inertiel. Mais par contre, si vous êtes dans une automobile en marche, accélère, décélère, ça c'est pas le référentiel de l'automobile n'est pas un référentiel inertiel. Autrement dit, pour que les lois de la physique fonctionnent, votre système de référence ne doit pas accélérer. Ça, c'est assez facile à accepter, je dirais,
Parce que si votre référentiel accélère, voilà, les lois de la mécanique, en fait, ne tiennent plus, là. Donc, par exemple, quand on appliquait les lois de Newton, dans votre cas en mécanique, on se basait toujours sur des référentiels qui étaient liés au sol, dans le fond. Donc, ça, parce qu'on le considérait comme un référentiel inertiel. Deuxième postulat, donc ça, c'est un postulat qui est quand même assez facile à accepter, je pense. Puis le deuxième postulat, qui est peut-être un petit peu moins facile à accepter, c'est justement que la vitesse de la lumière dans le vide, c'est-à-dire c, qui est environ égal à 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde, est la même dans tous les référentiels inertiels. Autrement dit, qu'elle n'est pas affectée dépendamment si on va dans un sens ou dans l'autre sens. Imaginez ici, ça représente une lampe de poche, et là, donc ici, on émet de la lumière. Alors, imaginons que dans la première situation, en fond, la lampe de poche est immobile. Là, la personne ici est immobile, elle voit la lumière arriver vers elle, alors elle va voir la vitesse arriver à 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Si maintenant la lampe de poche elle se dirige à pleine vitesse, à 100 000 km par seconde, une vitesse absolument fulgurante, ok? La lampe de poche avance à une vitesse fulgurante vers la personne, ben malgré ça, on pourrait penser que la personne va voir venir la lumière plus vite, mais non. La personne va encore voir venir la lumière à 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Okay? Fait que c'est ça le deuxième postulat. Jusqu'à date, c'est un postulat. Je veux dire, jusqu'à date, dans ce que j'ai dit jusqu'à date, c'est un postulat. Puis après ça, on va voir si les conséquences sont vérifiées expérimentalement. Ça va nous permettre de voir si on garde cette hypothèse-là ou pas. Il y en a qui essaient de résumer la théorie de la relativité en disant que tout est relatif. Est-ce que c'est vrai que tout est relatif, selon la théorie de la relativité? La réponse, c'est non. Clairement non. Pourquoi? Parce que, justement, une des choses importantes que dit le postulat fondamental de la relativité restreinte, c'est l'invariance de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que, justement, la vitesse de la lumière devient un absolu dans tous les référentiels inertiels. Donc ça, c'est justement un exemple. C'est pas tout est relatif, c'est pas ça du tout, là. En réalité, ce qu'Einstein a fait, c'est qu'il a déplacé un absolu pour un autre. Mais je vais y revenir dans un moment. En passant, la relativité restreinte ne s'intéresse qu'aux mouvements à vitesse constante, alors que les mouvements accélérés et les effets gravitationnels sont étudiés par la théorie de la relativité générale. Dans le cours, nous, on n'ira pas dans la relativité générale, c'est plus complexe. En passant, la théorie de la relativité restreinte a été publiée par Einstein en 1905. Donc, vous voyez, c'est au tout début de ce qu'on appelle maintenant la physique moderne. Et la relativité générale a été élaborée principalement par Einstein entre 1907 et 1915.